VO2 max, ça fait partie des 3 paramètres ou des 3 pôles qui expliquent en partie la performance. On a VO2 max, on a l'économie et on a la fraction d'utilisation. Jones, en 2024, il a fait un modèle où il a mis aussi en premier plan la résilience ou l'aspect durabilité. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'aspect durabilité et en gros l'idée c'est de se dire à quel point je peux maintenir VO2 max, à quel point je peux maintenir l'économie et à quel point je peux maintenir ma fraction d'utilisation sur une durée X. Dans tous les cas, VO2 max, c'est généralement corrélé à la performance en endurance. Pourquoi ? Parce que même si on parle de durabilité et on dit que c'est un facteur qui est discriminant pour la performance, il faut se dire que plus VO2 max est élevé au départ, plus il y a de chances qu'à la fin de l'épreuve, on garde un VO2 max qui est assez élevé. Même si on a une diminution de 50%, c'est sûr que si on a un VO2 de 80, on va dire, millilitres minute kilo, globalement à la fin, on aura quand même un VO2 max qui sera probablement supérieur aux autres. Donc VO2 max, ça reste un paramètre qui reste discriminant pour la performance. La subtilité de VO2, c'est que c'est influencé par plein de choses. Donc là, ici, on va dire que c'est le performance VO2, donc le VO2 de performance qui est associé à la vitesse à laquelle on court. Et après, donc VO2 max, ça va être influencé par le volume cardiaque, par l'activité au niveau du muscle, par la masse en hémoglobine, par la capillarité, par plein de choses. Et l'idée, c'est de se dire quel protocole on met derrière pour développer VO2 max. Et donc ça, tout à la fin, d'ailleurs, je mettrai les timestamps pour que tu ailles directement au moment où il y a les méthodologies pour développer VO2 max si tu n'as pas envie d'avoir la théorie. Donc ce schéma, il est vraiment bien parce qu'il permet en fait de redécouper VO2 max et de dire que VO2 max, c'est un paramètre qui est intégratif, si ça se dit, systémique, on va dire, donc tout le corps humain, qui prend en compte tous les systèmes et qui donne une valeur qui globalement représente bien la puissance de tout le système. Mais après, il faut se dire que pour l'influencer, on peut influencer par exemple, si on améliore théoriquement la capillarisation au niveau du muscle, on peut améliorer VO2 parce qu'on va jouer sur la différence artério-veineuse, on va le voir juste derrière. Donc souvent, on utilise ce schéma-là pour représenter un peu VO2. C'est-à-dire que VO2, donc qui a un débit ventilatoire, ça prend en compte différents systèmes. Parce qu'au final, quand on veut faire n'importe quel exercice, que ce soit courir, sauter, faire du vélo, etc., d'abord on a de l'oxygène à l'extérieur, ça va passer dans le conduit ventilatoire, ça va aller au niveau des poumons, ça va aller au niveau des alvéoles pulmonaires, des alvéolis même. Ensuite ça va diffuser dans le courant sanguin. Donc là c'est le volume cardiaque qui va s'occuper de ça et le cœur, puisque là, le cœur ça reste une pompe au final. Ça va envoyer tout le sang à la périphérie et l'oxygène va être dans le sang forcément avec l'hémoglobine. Et ça va aller jusqu'au muscle et ensuite ça va diffuser au muscle. Donc on a le système respiratoire, on a le cœur qui permet d'envoyer le sang et on a au final le muscle à la périphérie. Et le VO2 max, c'est une représentation de la performance de tous ces systèmes-là. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, il y a Fick qui est ce gars-là qui a créé entre guillemets une équation qui permet justement de déterminer VO2 max. Et une fois que en fait, on a compris ce schéma-là, ça paraît évident. Premier paramètre de l'équation, c'est FC max. Donc FC max, il faut se dire que c'est, par définition, c'est une fréquence. Donc c'est un nombre de fois par minute. Une fréquence cardiaque maximale, c'est un nombre de battements en gros par minute. Ensuite, on va multiplier ça par ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique. Pas besoin, on s'en fout du nom. L'idée, c'est de se dire il y a un volume de sang en gros qu'on va envoyer. Donc déjà, on a une fréquence et on a un volume, ce qui va nous donner ensuite un débit. Et ensuite, on remultiplie ça par ce qu'on appelle la différence artério-veineuse. Donc ça, c'est pas très compliqué à en comprendre. En fait, il faut se dire qu'au niveau du muscle, on va envoyer le sang avec les artères, parce que le sang artériel, c'est ce qui est riche en oxygène. On l'envoie au niveau du muscle. Le muscle, il utilise une partie, et ensuite, il va rejeter le reste dans les veines, et ça va remonter au cœur. Donc si on regarde la différence entre le sang qui arrive et le sang qui revient, c'est le sang qui est effectivement utilisé par le muscle. Donc en gros, VO2 max, ça prend en compte ces 3 paramètres-là. Un truc important à noter, c'est que la FC max multipliée par le VES, par le volume, c'est un débit, et c'est un débit cardiaque, en litres par minute. Et ce débit cardiaque-là, souvent on dit,
ouais, VO2 max, c'est influencé majoritairement par le débit cardiaque. Pas trop par la différence artério-veineuse, même si au final, c'est pas trop le cas. Mais on dit, en fait, si on arrive à bouger ça, bah, ça va augmenter VO2 max. Et c'est pas faux, c'est vraiment pas faux. Et on peut calculer assez facilement le débit cardiaque. En fait, on utilise une fréquence cardiaque et on utilise un volume qui est un volume par battement par minute, forcément. Donc on a par exemple 120 et 100 millilitres par battement, ça nous donne 12 litres par exemple. 12 litres par minute. C'est énorme, 12 litres. C'est énorme. Et si par exemple on prend un cas d'un exercice à très haute intensité, on a 195 BPM par exemple pour quelqu'un qui monte beaucoup, avec 200 millilitres par BPM, ça te donne 39 litres par minute. Ça veut dire que là, entre les deux, on a un coef 3, c'est-à-dire qu'on est quasiment 3 fois supérieur, plus de 3 fois supérieur même, ce qui est assez phénoménal. Et forcément, ce qui différencie généralement les sujets pas entraînés des sujets entraînés, ça va être le volume cardiaque et le débit cardiaque au final. Là, par exemple, en triangle, on voit les athlètes entraînés et forcément, ça arrive vers 190-200 millilitres par battement. Alors que chez des sujets entraînés, ça peut plafonner un petit peu. Ou des sujets non entraînés, ça peut plafonner. Il y en a plein qui disent, ouais, le VO2 max, il est influencé seulement par le débit cardiaque, quasiment que par le débit cardiaque, donc la composante centrale, c'est-à-dire le volume qui est éjecté et la fréquence cardiaque maximale, donc en gros, c'est juste le cœur, et pas trop la périphérie, qui est la différence artério-veineuse au niveau du muscle. Et en vrai, quand on regarde la corrélation entre VO2 max et le débit cardiaque, en fait on se rend compte que c'est pas déconnant en fait. La réalité, c'est que probablement que le débit cardiaque il explique en grosse partie le VO2 max. Et par exemple, si on prend des sujets qui sont pas du tout entraînés, on les entraîne vite fait, en fait on va voir qu'on augmente pas mal le volume cardiaque et le débit cardiaque, qui est le Q ici. Et la différence artério-veineuse, on va la développer, mais sur des durées d'exposition à l'entraînement qui sont beaucoup plus longues. Mais ce qui est quand même important de retenir, c'est que cette différence artério-veineuse-là, elle est hyper importante. Elle est hyper importante, elle n'explique pas vraiment le développement de VO2 max, mais ça reste important. Et donc, ouais, cette différence artério-veineuse-là, il faut savoir que aussi les protocoles pour s'intéresser à la différence artério-veineuse, en fait, c'est super chiant à faire. C'est parce que c'est hyper invasif. Les volumes, souvent, d'un point de vue ventilatoire, on peut les avoir. C'est pas très compliqué de les avoir. Par contre, la différence artério-veineuse, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait essayer de voir ce qui se passe au niveau du muscle. Donc maintenant, on a plein d'outils, l'oxymétrie par exemple. Mais si on veut une mesure directe de ce qui se passe, il n'y a pas le choix en fait. Il faut mettre des cathéters au niveau des artères, au niveau des veines et mesurer en fait les différences en fait. Et c'est là où vraiment on va avoir une représentation de l'utilisation du muscle d'oxygène quoi. Donc c'est hyper invasif, donc il n'y a pas beaucoup de papier en fait dessus. Donc après c'est forcément que généralement on s'intéresse plutôt au VES qui est plus facile à mesurer, même si ça reste des fois un peu compliqué. Par contre la différence artério-veineuse c'est plus compliqué, mais il y a plein de papiers qui montrent que la capillarisation est meilleure chez les sujets entraînés, qu'ils sont capables de mieux diffuser l'oxygène au niveau du muscle, etc. Donc en vrai la différence artério-veineuse ça compte, mais généralement sur les protocoles de VO2 max c'est pas c'est pas le premier paramètre qui va s'améliorer quoi. Une question qui est forcément importante avant de voir les protocoles, c'est pourquoi la haute intensité pour améliorer VO2 max? Parce qu'on pourrait se dire en fait le VO2 max c'est influencé par plein de paramètres. Donc c'est influencé par un petit peu la différence artério-veineuse. Forcément, si on est à FC max, on a des gros débits en fait, mais on pourrait se dire vu que c'est influencé par plein de choses, pourquoi on utilise beaucoup de haute intensité? En vrai, c'est une bonne question. Parce qu'au final, il n'y a pas de rationnel derrière, par exemple, le 90% de FC max. Il n'y a pas énormément de rationnel. Mais un truc déjà à retenir, c'est que en fonction des composants qu'on souhaite développer, le délai d'adaptation n'est pas le même. Si par exemple, on prend le VES par exemple, c'est quelque chose qui s'adapte en quelques semaines, même voire quelques jours sur certains protocoles chez des personnes qui sont peu entraînées. Ça veut dire que la réponse à l'entraînement du VES, elle est hyper rapide. Par contre, la différence, par exemple, au niveau de la capillarisation, mais ça met du temps, ça met des mois, voire des années. Donc après, c'est pas étonnant que sur tous les protocoles, ils disent ouais, en fait, la différence artério-veineuse, on s'en fiche, ça explique pas VO2 max, mais c'est sûr que si on fait un protocole de 4 semaines, oui, la différence artério-veineuse va pas être significative en termes d'augmentation. Mais ça veut pas dire qu'elle compte pas.
Et en fait, si on regarde un peu, par exemple le SV, qui est le débit cardiaque au final, il est influencé hyper rapidement de jour, notamment par l'augmentation du volume plasmatique. Et ça, du coup, c'est ce qui va permettre d'augmenter VO2 max. La différence artério-veineuse, là, c'est un peu différent. Ça va prendre beaucoup plus de temps, des semaines, voire des mois. Par exemple, là, comme je disais, la capillarisation, la fonction vasculaire aussi, ce qu'on appelle en gros l'hémodynamique, donc au niveau des vaisseaux sanguins, est-ce que ça arrive à être bien élastique, etc. Et la densité mitochondriale aussi, ce qui se passe au niveau des mitochondries. Donc au final, ça c'est des adaptations qui sont plus lentes que ça, et du coup on a tendance à faire le raccourci en disant VO2 max, c'est influencé par plutôt la composante centrale et pas trop ce qui se passe à la périphérie, quoi. Dans tous les cas, pourquoi on cherche à utiliser de la haute intensité pour améliorer VO2 max et pourquoi ça fonctionne bien? En fait, c'est pas compliqué, mais c'est que quand on est à très haute intensité, proche du max, on va solliciter le débit cardiaque proche de son max. Et c'est pour ça en fait qu'on veut utiliser des intensités qui sont assez élevées, parce que si on est à notre max en termes de débit cardiaque, on va être plus proche de nos capacités maximales et donc de VO2 max. Et plus on stimule une intensité, généralement plus on devient meilleur. Donc à un moment donné, on va commencer à améliorer le débit cardiaque et indirectement VO2 max. Le truc qui est assez intéressant, c'est que généralement, le débit cardiaque est assez proportionnel à la fréquence cardiaque. Il y a certains cas où elle ne l'est pas trop, mais généralement, c'est quand même assez corrélé. C'est-à-dire que plus on est sur des fréquences cardiaques qui sont élevées, plus le débit cardiaque va aussi augmenter en fait, naturellement. Et c'est pour ça qu'on utilise en partie la fréquence cardiaque pour guider l'entraînement VO2, ce qui généralement marche bien. Même si des fois, les deux peuvent être corrélés, un peu comme la ventilation, qui peut être un peu décorrélée de la fréquence cardiaque. Mais généralement, c'est quand même une bonne estimation de la stimulation de VO2 max. Donc les pourcentages de VO2 max et les pourcentages de FC max, c'est pas déconnant de les mettre en parallèle, même si des fois ça fonctionne pas exactement. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que même si c'est assez linéaire, c'est-à-dire que plus c'est intense, plus on va avoir tendance à avoir un débit cardiaque qui est important, il y a quand même un espèce de décrochage sur les intensités qui sont plus élevées. Dans ce papier-là, et là à chaque fois que si tu as le PDF, que tu peux avoir le premier lien en description, tu peux cliquer sur les références. Et ici, ils ont pris athlètes entraînés, non entraînés, etc. Et ils ont regardé du coup le stroke volume, donc en gros le débit cardiaque, le volume cardiaque, par rapport au pourcentage de fréquence cardiaque maximale. Et globalement, ils observaient qu'à chaque fois, il y avait un décrochage autour de 90% de l'AFC max, ce qui globalement est plus ou moins le second seuil, le seuil anaérobie. Et on verra que c'est évident, puisque si on veut tendre vers VO2 max, il faut être au-dessus du second seuil, par définition. Donc il y a quand même un petit décrochage du débit cardiaque sur les intensités qui sont assez élevées. Et donc si on veut stimuler VO2 max, généralement il faut être au moins 85 voire 90% de la FC max, en tout cas sur la fin des intervalles, pour stimuler VO2 max. Pour le développement de VO2 max, il y a deux règles vraiment à retenir. Et là on passe sur le truc concret qui intéresse tout le monde. La première règle, c'est qu'il y a une intensité minimale à respecter pour stimuler VO2 max. On dit souvent il faut être à 90% de FC max, donc ça c'est fréquence cardiaque, un indicateur de charge interne. Mais après en termes de charge externe, vitesse, puissance, etc., souvent on dit que le MMSS c'est l'intensité minimale. Le MMSS c'est quoi ? D'ailleurs il y a un papier qui est hyper bien, c'est ce papier-là de Rosenbalt, où ils expliquent en fait l'intérêt de travailler au-dessus du MMSS pour développer VO2 max ou VO2 pic, et l'intérêt aussi de travailler en dessous pour développer d'autres qualités. Et du coup le MMSS, pour faire très simple, mais j'avais fait des vidéos je crois que c'était une vidéo sur les seuils, donc il faut aller voir la vidéo sur les seuils pour comprendre ça. En gros, le démarrage de cette intensité-là, c'est la puissance et la vitesse critique. En gros, c'est le seuil 2. Si t'es pas au seuil 2 ou si t'es pas à minima au seuil 2, tu pourras pas stimuler VO2 max. Et ça, je l'avais fait sur la dernière vidéo en fait de la chaîne sur les cinétiques. Je vais juste remonter sur les cinétiques.
Donc par rapport à la cinétique lente de VO2, et en gros j'avais dit pour atteindre VO2 max il y a deux moyens, mais il faut être au-dessus de la vitesse ou de la puissance critique. Et en gros dès qu'on est au-dessus de la vitesse ou de la puissance critique, c'est juste une question de temps avant qu'on arrive à VO2 max. Si on est entre 100 et 110%, généralement ça va mettre quasiment 10 minutes pour arriver à VO2 max, alors que si on est à 120%, qui est généralement, on dit que c'est plus ou moins les puissances associées à VMA, PMA, on va l'atteindre en 1 minute voire 2 minutes. Dans tous les cas, on atteint VO2 max, c'est juste une question de temps. Par contre, si on est sous la vitesse ou la puissance critique, on est théoriquement dans un espèce d'état stable, ventilatoire. En tout cas, on va dériver, mais on ne va pas atteindre VO2 max. Ça veut dire qu'on ne va pas stimuler VO2 max sous des intensités de vitesse ou de puissance critique. Donc l'intensité minimale, ça doit être la vitesse ou la puissance critique, et on appelle ça aussi le MMSS, c'est quoi, c'est le maximal metabolic steady state. D'ailleurs, c'est pas MMM. Donc dessous, donc au-dessus, on va stimuler VO2 max. Et en dessous, je voulais mettre un peu ça, mais dessous, on stimule aussi VO2 max, mais pas à son maximum. Et ça, c'est important parce qu'on a l'impression que c'est une barrière, et si on est un peu en dessous, on va pas développer VO2 max. Si on est au-dessus, on développe. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. On va aussi stimuler VO2 max, mais pas à son maximum en fait. C'est juste ça le truc. Deuxième règle, les intervalles longs ou courts, les deux ça fonctionne. En vrai, il n'y a pas trop de débat à faire, les deux ça fonctionne. Par contre, c'est juste une question de cinétique, de rapidité à atteindre VO2, de temps de maintien, etc. VO2, mais globalement, il y a plein de protocoles qui fonctionnent, et je vais en présenter juste après. C'est juste une question de cinétique, c'est-à-dire que en gros, si tu fais des intervalles qui sont très longs juste au-dessus de la puissance ou de la vitesse critique, bah, ça va mettre du temps. Okay, ça va mettre du temps parce qu'il faut d'abord que tu aies ta cinétique un peu rapide, puis après il faut que tu aies la cinétique lente par-dessus pour aller t'envoyer à VO2 max derrière, donc c'est beaucoup plus long. Sur les intervalles qui sont peut-être un peu plus courts, très intenses, il y aura des cinétiques plus rapides, etc. Mais globalement, il y a plein de protocoles qui fonctionnent. Il faut juste en fait comprendre la théorie derrière le truc, de se dire le MMSS c'est l'intensité minimale, dès que je suis au-dessus, je peux travailler VO2 max. Et après, tous les protocoles, bah, ils sont pas très compliqués à comprendre. Une question qui est probablement aussi hyper importante, c'est on a l'intensité minimale, le 100% de vitesse ou de puissance critique, qui est l'intensité minimale pour stimuler VO2 max. Par contre, on pourrait se dire, bah, c'est quoi l'intensité maximale ? Est-ce qu'il y a une intensité au-delà de laquelle on ne stimule pas VO2 max, ou en tout cas, la charge est tellement importante, la vitesse, la puissance, etc. est tellement importante que je suis obligé de compenser mon système aérobie avec de l'anaérobie, de la glycolyse, etc. Et ça, c'est une très bonne question. Et il y a eu un papier en 2024, en juin, le 12 juin 2024. Et en gros, ils ont essayé de savoir quelle était l'intensité ou la puissance, au final, c'est la même chose, puissance, vitesse, etc. La plus élevée qui permettait d'atteindre VO2 max. Et du coup, ils se sont posé cette question. Et donc, après, je te passe les détails. Franchement, c'est un papier qui est très, très cool. Et du coup, ça, c'est un schéma qu'ils ont mis à l'intérieur d'ailleurs. Ils ont représenté les différents domaines d'intensité. Donc, premier seuil, ici, le LT. Ensuite, second seuil, la puissance ou la vitesse critique. Et ensuite, bah, le dernier seuil, c'est ce qu'ils appellent le ALP. C'est en gros l'intensité maximale qui permet de stimuler VO2 max. Et au-delà, en fait, ils disent que c'est tellement anaérobie, en fait, qu'on ne peut pas atteindre VO2 max et que ce n'est pas une intensité qui est intéressante. Il y en a plein, ils vont dire ouais, c'est VMA, c'est PMA, par exemple, la limite supérieure. Bah, moi, je pense pas. Je pense pas du tout. Et ce papier, en fait, il explique que ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être aussi. Et globalement, si on peut faire une conclusion très rapide, tu peux lire le papier et faire, aller lire la conclusion, etc. Parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais globalement, si on pouvait faire un parallèle, je pense que jusqu'à 130% de la vitesse ou de la puissance critique, c'est l'intensité maximale qui permet de stimuler VO2 max. Au-delà, ça veut dire quoi ? Imaginons que, je sais pas, tu veux faire des 30-15 à 140% de la vitesse ou de la puissance critique. Qu'est-ce qui va se passer ? Bah, il va se passer que la demande mécanique, la demande de vitesse ou de puissance, et même la demande énergétique au final, elle est tellement élevée que tu peux pas satisfaire ça juste avec le système aérobie. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, tu vas devenir hyper, entre guillemets, glycolytique et utiliser le système anaérobie pour fournir l'énergie.
Et donc là, tu vas même pas atteindre VO2 max en fait. Tu vas probablement être à l'échec avant d'atteindre VO2 max, ce qui est un problème parce que si tu veux développer VO2 max, il faut passer pas mal de temps proche de VO2 max. Donc si tu as une intensité qui est tellement élevée que ça contraint en fait ton temps passé à VO2 max, bah c'est un problème. Donc il faut toujours se dire que probablement que pour stimuler VO2 max, il faut être entre 100 jusqu'à 130% de la vitesse et de la puissance critique, et au-delà, tu vas faire quelque chose qui va être probablement plus glycolytique. Et ça, c'est vraiment un papier qui est hyper intéressant. Il n'y en a pas eu beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas lu beaucoup. Il y a 2-3 trucs, mais globalement, je pense que ça, c'est le meilleur papier pour déterminer ça. Les protocoles à connaître. Alors, il y en a plein. Il y en a énormément. Dès qu'on a compris en fait ça, après, tous les protocoles, on peut les créer. Mais il y a quand même quelques petites séances d'entraînement qui sont pas mal. Bah, déjà, les intervalles longs. Je pense que c'est la base. Chaque fois, je t'ai mis les références en dessous. Ici, je t'ai mis les critères avec les séries, le temps total de maintien aussi. Globalement, les intervalles longs, c'est hyper classique. C'est le classique, par exemple, 4x4 qui a été médiatisé par les Norges parce que c'est un protocole qui est hyper facile à faire et qui est quand même assez efficace. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire 3 à 6 répétitions de 3 à 5 minutes et le temps total doit être généralement entre 15 et 25 minutes passées sur les intensités prescrites. L'intensité de la répétition entre 110, autour de 110 on va dire, possiblement jusqu'à 115, mais ça commence à être violent. Et la récupération, un repos généralement avec un ratio de 1, c'est-à-dire autant de temps d'effort que de récupération. Pourquoi on fait un ratio de 1 ? En fait, le truc, c'est que on s'intéresse à la modalité et au ratio du repos quand les intervalles sont courts, parce que l'idée, c'est de ne pas trop se laisser de temps de repos pour avoir une bonne exposition à VO2. Le truc, c'est que sur les intervalles longs, de toute façon, on va être à VO2. Il n'y a pas de souci. C'est tellement long le truc qu'on va finir sur des FC qui sont quasi max. Donc, le repos, en vrai, il n'y a pas besoin d'être trop focus là-dessus. L'idée, c'est quand même de rester un peu actif et d'avoir un ratio de 1. Ça marche plutôt bien. Donc, par exemple, un 4x4 minutes à 105 ou jusqu'à 110% de la vitesse et de la puissance critique avec 4 minutes à 60 ou 50% de la vitesse et de la puissance critique. Bon, là, j'ai représenté la cinétique de VO2 et de fréquence cardiaque, très moche, et je galère à dessiner en plus là-dessus. Mais voilà, globalement, ça fait ça, c'est-à-dire que c'est tellement long que tu vas tout de suite monter assez haut, tu vas récupérer, et puis la deuxième, elle sera encore plus haute, et généralement, ça fait que d'augmenter jusqu'à la dernière où tu vas être probablement à 90-95% de la FC max. Pourquoi utiliser ça ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Déjà, je trouve que ça, c'est bien parce qu'on peut les utiliser sur des activités sans accès à la puissance ou la vitesse, trail, ski, etc. Je trouve que c'est bien parce que les intervalles, de toute façon, sont assez longs. Du coup, naturellement, l'athlète peut se pacer, peut gérer en fait son effort. Et généralement, il passe quand même pas mal de temps à VO2. Et ça fonctionne aussi bien sur des protocoles en côte, en course à pied. J'ai pas mis la référence, mais je la mettrai dans le PDF. Ensuite, second type d'entraînement, les intervalles courts. Alors ça, c'est un grand classique. Moi, j'utilise très très peu, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc généralement, je sais pas pourquoi j'ai mis 3 à 6. Généralement, c'est beaucoup plus. C'est plutôt 10 à 30. Donc pas mal de séries, forcément des répétitions qui sont un peu plus pincées en temps. On estime que globalement, un intervalle court, ça va jusqu'à... Il me semble que Buchette, il dit 2 minutes, mais on va dire 1 minute, parce qu'au-delà, il y en a, ils vont considérer que c'est long. Le temps de maintien, c'est le même au final. Et l'intensité de la répétition, là, pour le coup, vu que c'est des intervalles qui sont plus courts, on peut se permettre d'augmenter un peu l'intensité. Et on peut aller théoriquement jusqu'à 130%, comme je l'ai dit juste avant. Moi, j'aime bien rester entre 120 et 125, à la limite, augmenter soit la durée de l'intervalle ou soit le nombre de répétitions. Et là, par contre, il y a un intérêt quand même à ajuster le repos. Au début, il faut forcément rester sur un ratio de 1, donc les fameux 30-30, les fameux 1-1, les machins comme ça. Mais plus on vient avancer, et plus c'est quand même mieux de faire un ratio de 2, ou 0,5, ça dépend comment on voit le truc. C'est-à-dire de faire un 30-15, une 30, etc. pour justement passer un maximum de temps à VO2 et en gros limiter la redescente de la ventilation, quoi. Donc classiquement ça donne quoi ? Ça donne ça, 115% de la vitesse ou la puissance critique avec par exemple 15 secondes à 60% de la vitesse et la puissance critique. Évidemment là j'ai mis 30 fois 30 secondes, c'est violent, mais on peut redécouper en 2 blocs. Et du coup ça permet quand même de passer pas mal de temps. L'avantage de ça, c'est que déjà c'est bien pour les activités à haute demande de puissance. Si tu fais
si tu fais des sports qui demandent de développer beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse, etc., ou des épreuves qui sont assez courtes, et quand je dis courtes, pour moi, sous l'heure, c'est court, là, pour le coup, je pense que ça peut être pas mal. Pour les disciplines longue distance, franchement, je trouve que ça sert à rien. Et après, c'est sujet à débat. C'est bien pour améliorer aussi l'économie de course, parce qu'on sait que plus un exercice est intense, notamment en course à pied, surtout en course à pied même, plus on va avoir tendance à développer de l'économie en fait. Donc ça peut être bien. Peut-être l'inconvénient, c'est que c'est plus compliqué pour les activités sans mesure objective, et je dis vitesse ou puissance, parce qu'en fait le problème de ça, c'est que souvent quand on dit à un athlète tu vas me faire 15 fois 30-30 en côte par exemple, je sais pas, en trail, en n'importe quoi, et généralement les premières reps, elles seront pas à PMA, elles seront à 150% de la critique par exemple, ce qui veut dire que comme je le disais là, en fait on est trop haut, ce qui fait que c'est pas qu'on va pas atteindre VO2 max, mais que c'est probablement on va contraindre le temps de maintien en totalité, et c'est pas forcément bien. Donc je suis pas un grand fan des intervalles courts pour des disciplines qui n'ont pas de choses objectives pour avoir l'intensité. Et le dernier point, c'est que l'augmentation de VO2, ça met du temps. Forcément, quand on fait un 30-15, vu qu'on a 15 secondes de repos, même si c'est actif, on va avoir une cinétique qui redescend, qui remonte, qui redescend, qui remonte, qui redescend, qui remonte. C'est-à-dire qu'on va mettre du temps avant d'arriver à VO2 max, et des fois, en termes de retour sur investissement, c'est chiant, quoi. Donc souvent, ça met 2 à 3 minutes, il me semble. Et pour les athlètes qui sont assez entraînés, ça peut mettre encore plus long. Donc ça, c'est un truc à savoir. Il en reste 2, en gros, qui sont cool à savoir. Le premier, c'est les hard start. C'est un énorme classique. Je pense que la plupart connaissent déjà ces trucs-là. On va direct passer là. En gros, l'idée, c'est de faire un peu un mix des deux. D'avoir les avantages de l'autre, mais pas les inconvénients, et inversement. En fait, là, l'idée, ça va être de commencer sur des intervalles qui sont assez élevés pour accélérer ce qu'on appelle la cinétique de VO2. C'est-à-dire que, en gros, l'idée, c'est de se dire, ouais, ok, quand on est sur des intervalles longs, ça met quand même un peu de temps avant d'arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va faire un premier intervalle qui permet de faire un priming un peu, donc d'augmenter rapidement VO2, et ensuite de redescendre l'intensité pour maintenir VO2 assez long. Et ça, même d'un point de vue adhérence, les athlètes ils aiment bien, parce que ça permet de varier, et c'est pas mal. Dans l'idée, par exemple, c'est possible de faire, je sais pas pourquoi j'ai mis 2, donc par exemple 4 fois 30 secondes à 130%, donc on va se situer sur, et là il y a un débat d'ailleurs, sur la limite supérieure de VO2, de l'intensité associée à VO2, plus 3 minutes 30 à 100% de la vitesse critique, la puissance critique, avec une récupération de 3 minutes. Donc en gros, on se situe plus ou moins à l'intensité maximale, et encore une fois, on pourrait se mettre encore plus haut et développer VO2, il n'y a pas trop de problème. Sur 30 secondes, en fait, on va pas être non plus, on va pas rentrer dans un état de glycolyse, etc., en mode anaérobie totale, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais honnêtement, je préfère quand même rester proche de 120 à 130% de la vitesse et la puissance critique. 30 secondes, on pourrait faire plus, on pourrait faire 1 minute, mais après ça devient absolument horrible comme protocole. Déjà 30 secondes, c'est déjà pas mal. Et ensuite 3 minutes 30 à 100%. Donc là, contrairement par exemple aux intervalles longs où on était à 105-110%, on va tout de suite redescendre à 100%. Mais vu qu'on aura cette espèce de dette, ce déficit accumulé là qu'on va avoir juste avant, en fait 100% ou même 105%, on va mettre 105%, ça suffit largement pour solliciter VO2. Et ensuite 3 minutes de récup active. L'avantage de ça, c'est qu'on accélère VO2. Il y a même des papiers qui s'intéressent à un exercice all out, donc en gros sprint dès le départ. Et en gros, on voit que la cinétique de VO2 dès le début sur un exercice all out, c'est hyper accéléré, quoi. Donc voilà une très bonne méthodologie. C'est utilisable sur des activités sans puissance ou vitesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le début, il n'est pas all out, mais il est quasiment all out. Donc, en fait, juste à la sensation, ça permet d'y aller. Et vu qu'après, il va y avoir une baisse de la puissance sur les hard start, ça permet en fait de passer pas mal de temps à VO2 sans se préoccuper trop des indications objectives. C'est aussi ultra spécifique aux activités qui demandent des variations de puissance, genre le ski de fond par exemple.
avec une augmentation du gradient, donc plus de puissance, et ensuite un gradient qui est peut-être un peu plus modéré, etc. Donc vraiment une modalité qui est hyper spécifique et hyper intéressante. Après, il y a peut-être un inconvénient ou un avantage, en fait, ça dépend. C'est la demande en anaérobie au début. Si on sprint, donc si on fait vraiment quelque chose en hard start vraiment violent, on va solliciter à mort le système anaérobie. Ça peut être une très bonne chose, comme ça peut être un truc qu'on veut pas trop, surtout pour les athlètes peut-être longue distance. Donc encore une fois, nuancé. Et dernière modalité qui est vraiment bien, même d'un point de vue adhérence, c'est les intervalles dégressifs. Donc là, j'ai fait le schéma le plus horrible du monde, mais j'arrive pas à dessiner en fait sur ces trucs. Et en gros, l'idée, ça va être de démarrer par des intervalles longs, et plus l'entraînement se poursuit, et plus on va diminuer la durée de l'intervalle. Pourquoi on fait ça? En gros, on veut utiliser les intervalles longs au début pour élever VO2. On pourrait même commencer peut-être par un hard start, mais bon, après ce serait violent comme entraînement, mais on augmente VO2 parce que l'intervalle est assez long, donc par exemple 110%. Donc à la fin du premier intervalle, on va déjà être pas loin du rupteur. On en refait un deuxième pour être sûr d'être proche VO2. Et une fois qu'on est là, en fait, il va déjà y avoir une demande de VO2 qui est assez importante. Et là, on peut redécouper les intervalles et on est quasi sûr de rester à 90% de VO2 max. Et ça, c'est des modalités qui sont vraiment bien, même d'un point de vue adhérence. On met ça à un athlète, l'athlète il aime bien parce que en fait, c'est pas des intervalles qui sont fixes. On sait qu'au début, ça va être dur. Puis après, théoriquement, c'est un peu plus simple, mais même d'un point de vue motivationnel, en vrai, c'est mieux. Un second truc aussi qui fonctionne bien dans les disciplines comme peut-être la natation ou un truc comme ça, c'est ça améliore le maintien de la technique, même en course à pied. Des fois, on a tendance à se dégrader sur les intervalles VO2. Au début, ça se passe bien, puis sur le dernier, on a l'impression que c'est plus courir. En natation aussi, c'est pareil. C'est pour ceux qui sont pas ultra familiers avec la natation, dès le 3e, 4e intervalle VO2, en fait, on sait plus nager. Et ces modalités-là, elles permettent aussi de maintenir la technique dans le sens où sur les intervalles longs au début, on est assez frais, donc on va pouvoir maintenir la technique. Mais après, sur le reste, techniquement, on n'arrive plus à maintenir. Et donc, on pourrait se dire, on réduit la taille des intervalles pour rester bien focus sur la technique. Et c'est vraiment pas mal. Plus compliqué pour les activités sans mesure objective. Souvent, on surestime les premiers intervalles, c'est-à-dire que on va commencer très très fort et du coup en fait on va lutter sur tout le reste de l'entraînement, alors que théoriquement, même si c'est dur, le premier intervalle il devrait encore passer pas trop mal, et en fait si on n'a pas de mesure objective, c'est compliqué de caractériser ça. Et c'est quand même des modalités où on a plus de temps passé à VO2, donc ça fonctionne aussi super bien. Donc voilà pour la physiologie globalement derrière VO2 max. On aurait pu rentrer plus dans les détails de la théorie, mais au final on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est d'avoir les protocoles. Mais vraiment, s'il y avait un truc à retenir, je pense, c'est le MMSS comme intensité minimale. C'est-à-dire que dès qu'on a compris ça, en fait, on sait comment stimuler VO2 max. Et après aussi un peu les cinétiques de VO2 avec les intervalles courts et les intervalles longs. Et puis voilà. Cette fiche-là, encore une fois, est disponible juste en dessous. Et puis tu pourras récupérer toutes les fiches de toutes les vidéos en plus. Et voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as trouvé ça bien. Et à mettre des idées de vidéos pour les prochaines vidéos. Et sinon, je te dis à bientôt.